Bienvenue dans cet épisode 4. Dans cet épisode, on va parler de déléguer à ses clients. Alors, on a vu l'automatisation, on a vu la standardisation, on a vu la génération de leads. On va aborder ma partie favorite. Pourquoi ? Parce que c'est une partie dont on n'a pas vraiment conscience. On ne se rend pas compte en tant que client à quel point on est producteur tous les jours de contenu. Et je m'en souviens parce que je me souviens la première fois où j'ai réfléchi à ce problème. C'était il y a 9 ans et j'ai rencontré un type qui s'appelle Nicolas Collin, qui est devenu mon cofondateur. On a eu notre premier déjeuner dans un restaurant. Et dans ce restaurant, Nicolas m'a expliqué un raisonnement que j'ai trouvé complètement dingue. Il m'a dit que moi, je travaillais pour Facebook en tant qu'utilisateur et qu'il n'y avait pas de raison que Facebook ne me redonne pas une partie de cette valeur. Alors, passé l'absurde de « mais what the fuck, moi je travaille pas chez Facebook, qu'est-ce que tu racontes ?» je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était pas con, le bonhomme, et qu'il avait raison, et qu'en fait, non pas que Facebook devait me donner de la valeur, puisqu'en fait, Facebook me donnait déjà beaucoup de valeur, pas besoin de créer une nouvelle taxe, mais à l'époque, Nicolas était un peu fonctionnaire, tout ça, il aimait bien planter des taxes. Le truc, c'était plutôt de se dire comment réussir à créer quelque chose où vous avez une alliance avec vos clients et de transformer cette alliance en un super pouvoir en les mettant au service de votre valeur et de votre proposition. C'est l'outil le plus dingue de l'époque moderne. Et c'est un outil qui est marrant parce qu'il vient percuter quelque chose d'assez dingue qui sont nos représentations de la réalité. On a tous des schémas en tête du genre le vendeur, il vend, il fabrique et il vend. Et de l'autre côté, il y a le client qui achète et qui utilise. Mais l'idée que le client puisse être un vendeur et que le vendeur puisse être un client et que le client puisse fabriquer et que le vendeur puisse ne pas fabriquer et que tout ça se combine dans un espèce de truc digne de la physique quantique, ça nous perd. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, l'enseignement théorique de l'économie reposait sur des catégories substantielles. Et ces catégories substantielles n'avaient pas de valeur corrélative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de valeur du genre « je suis un peu de ci », un peu de ça, je suis aussi ci et des fois ça. Ces raisonnements-là sont trop complexes pour être mis dans un arbre. Et donc l'économie moderne est passée par quelque chose de bien plus terrible que la standardisation, qui est l'industrialisation. Et l'industrialisation, ça repose sur une société rigide où le prof, c'est celui qui sait, les élèves, c'est ceux qui apprennent. Mais tout le monde sait que c'est faux. Les élèves, ils apprennent aux profs. Le prof, il apprend des élèves, mais le prof, il apprend aux élèves, mais le prof, il apprend parce qu'il apprend aux élèves. Pourquoi je fais Anyone Can Scale, au-delà de gagner un peu de flouze et de faire survivre coup d'État et de faire des choses qui me plaisent, c'est aussi une façon formidable pour moi d'apprendre. Alors, est-ce que je suis le professeur ou l'élève ? Est-ce que vous avez en face de vous un sachant qui vous donne son savoir ou est-ce que vous avez simplement un humble disciple qui tous les jours progresse un peu plus parce qu'il a besoin de tourner des vidéos avec Valentin qui vient l'engueuler pour en tourner plus ? Qui sait ? Mystère. Et ben c'est ça en fait le fait de faire travailler vos clients. Faire travailler vos clients, c'est prendre conscience qu'on n'a pas un rôle dans la société qui est prédéterminé par le nom que ce rôle vous a donné. Vous pouvez ouvrir des horizons. Et d'ailleurs, il existe des tâches où vos clients travailleront toujours mieux que vous. Il existe des tâches où vos clients sauront toujours mieux faire que vous cette partie. Alors, l'exemple tout bête, c'est que Ikea, pour livrer des meubles plats, a besoin de les livrer en morceaux et que quand Ikea a démarré, il n'y avait pas d'industrie pour venir monter les meubles et donc c'était aux clients de monter les meubles. Et les clients le font beaucoup mieux qu'IKEA. Pourquoi ? Non pas qu'on est des pros à monter des meubles, non, mais parce qu'on est capable d'y consacrer des heures qu'un employé d'IKEA ne pourrait pas y consacrer sans être un coût astronomique. Vous voyez, vous prenez quelque chose qui a l'air impossible, vous le transférez chez le client, et le client, on a même des histoires, et ça a même fait un sketch de Gad Elmaleh avec la fameuse pièce qui nous reste tous dans la main. On a tous rigolé et on s'est tous dit à ce moment-là, ha ha ha, Ikea, c'est de la balle. Et ben ça,
c'est le pouvoir de faire travailler votre communauté. Et toutes les grandes entreprises modernes font travailler leur communauté. Alors, comment on en arrive à ce résultat? On arrive à ce résultat en réfléchissant à y a-t-il des pans de ma chaîne de valeur? Y a-t-il des étapes que les gens devraient faire sans que je sois dans la pièce? D'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous sont des préventes, vous avez reçu un petit carton écrit à la main avec amour par Anaï. Très bon exemple de comment on vous fait travailler pour notre prospection commerciale en vous disant quelque chose de sincère, on vous aime. Vous savez, c'est pas la peine d'imaginer des très très gros trucs, ça peut démarrer très simple. Par exemple, notre ami Guillaume, il aime pas appeler les gens pour prendre rendez-vous et jouer à la secrétaire. Il a tout simplement installé un Calendly, il envoie un lien aux gens et il leur dit « Choisis ton créneau librement dans mes créneaux libres ». Vous avez vu, ça transforme les gens en secrétaires et ça vous enlève la tâche d'avoir vous-même quelqu'un ou d'avoir vous-même besoin de regarder votre emploi du temps et de coordonner. Un autre exemple, Lavinia, son premier rendez-vous, c'est un très très long meeting. C'est plus de 60 questions. Elle a décidé de laisser les gens remplir ça chez eux, ce qui lui permet de screener les réponses avant le rendez-vous et d'être beaucoup plus efficace et rentrer dans le vif du sujet pour aider les gens à être en meilleure santé. Mettons que là, ils prennent leur premier rendez-vous. Ils prennent un rendez-vous. Ouais. Ensuite, ils vont... Donc là, je vois, il y a Acuity Scheduling. Ouais. Qui est donc, c'est un truc que tu as plugué à Squarespace, du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Et ensuite, une fois qu'ils ont pris leur rendez-vous, ils vont recevoir par email un questionnaire de santé à remplir. Un questionnaire très détaillé en vue de la première consultation. Donc, ils sont censés de remplir ce questionnaire avant qu'on ait cette consultation initiale. Donc ça c'est avant la consultation. Avant la consultation. C'est avant la consultation. Donc ça, c'est un truc qui est déjà plutôt automatisé. Automatisé dans genre j'ai un template. T'as un template, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, t'as un questionnaire qui part, quoi. T'as pas à faire les questions, toi, pendant ta consultation et tout. Ils arrivent déjà avec le truc. Oui. C'est quoi le pourcentage de gens qui remplissent ce formulaire? 75% au minimum. 75%, c'est pas un problème, quoi. Non, c'est pas un problème. Ça marche bien. Non, les gens, en général, ils aiment bien. Ça me permet, moi, de cibler les choses qui me semblent importantes. Enfin, les choses qui me semblent... Tout est important, évidemment. Mais ça me permet de pouvoir poser plus de questions. C'est un moment très important. Après, c'est là que tu tisses la connexion avec eux. En général, c'est un moment que les gens aiment bien, aussi intense qu'il soit et parfois aussi déplaisant qu'il soit. C'est un moment très utile et que les gens finalement ils sont contents de l'avoir. Ok. Toi, c'est quoi ton objectif pendant cette première consultation? Genre, tu fais cette histoire-là, c'est quoi le but derrière? Le but, c'est de comprendre dans les moindres détails, de comprendre plusieurs aspects de donc sa personnalité, évidemment son histoire médicale, comprendre ses symptômes, quels sont les objectifs de santé, vers quoi et quel sera notre objectif. Bien, donc être certaine que tout est clair, qu'on a rien oublié. Expliquer aussi comment la suite va se dérouler. Et comment on peut travailler ensemble, quelles sont les attentes et expliquer que nous sommes une équipe et une équipe, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pas juste moi ou juste la personne, on est dans le même bateau. Comment faire bien travailler ses clients? Parce que le problème, c'est que quand on se dit déléguer à ses clients, on se dit c'est trop cool, on a juste à demander. Par exemple, si on veut faire en sorte qu'un client vende pour nous, on a juste à aller le voir et lui dire vas-y, vends pour nous. Et très souvent, le problème, c'est qu'on s'attend à ce que le client il ait autant d'idées que nous, qu'il soit créatif, qu'il se mette à faire des choses. Et le problème, c'est que c'est pas son job. Genre fondamentalement, ton client, en fonction de la cible, il a plus ou moins de temps à consacrer à aider ta boîte à toi, même s'il est très fan. Tu peux pas lui demander d'avoir autant d'espace mental dédié à ta boîte que toi, en tant qu'entrepreneur. Du coup, il faut arriver à créer des flows, à créer en fait des parcours entiers dans lesquels tu peux accompagner tes clients, tes utilisateurs à t'aider. Alors, je pense qu'ici, il va y avoir un gros enjeu de comment on fait pour que, au lieu qu'ils t'envoient leur explication du projet par email et que tu doives traiter ce truc-là, on doit pouvoir les faire travailler à ta place. Là, on aurait une espèce de questionnaire. Ouais, carrément. Et en gros, te poser la question de, ok, j'ai apporté un service, des prestations à X clients dans le dernier mois ou dans la dernière année. Ok.
qu'est-ce que c'était ces services-là et est-ce qu'on peut les labelliser? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont similaires, tu vois? Tu me parles de levée de fonds. Combien de clients sur tes 100 derniers clients t'ont fait des demandes de levée de fonds? Combien de clients sur tes 100 derniers clients t'ont fait des demandes de SPV? Parce que du coup, ici, ça veut dire que si tu arrives à avoir des patterns de ce que les gens te demandent, eh ben, tu peux leur créer un questionnaire où ils ont peu de temps à passer pour expliquer clairement pour toi, que ce soit plus facile à trier derrière, plutôt que tu vois, tu vas gagner du temps en fait sur le traitement de tes mails, etc. Parce que tu vas avoir des trucs déjà pré-remplis. Et si jamais ils ont un cas particulier, ils pourront dire j'ai un cas particulier et puis ça reste un truc que tu peux traiter, tu vois. Mais donc il y a cette partie-là où comment tu fais pour transformer le moment où ils t'expliquent le projet, où tu leur poses des questions, etc. Parce que là aujourd'hui c'est comment? Genre s'ils t'expliquent le projet, toi, est-ce que tu as suffisamment d'infos? Non, oui, il y a toujours des questions à poser. Ouais. Il y a un échange avec eux. Ouais. C'est des questions, c'est pas forcément des choses qui leur paraissent importantes à dire, mais qui, dans le dossier, sont hyper importantes. Ces trucs-là, voilà. En fait, plutôt que toi, tu viennes leur poser la question, comment tu fais pour leur faire penser directement à te donner les infos pour que toi, tu n'aies plus qu'à passer directement à cette étape-là. Donc, tu vois, comment on fait pour... et genre, tu vois, il faut arriver à mesurer tout ça. Donc, comment on va faire pour mettre en place un score, tu vois, de la personne, elle m'a donné un truc que je peux traiter directement et c'est trop de la balle parce que j'ai gagné du temps, plutôt que de faire 1000 allers-retours avec elle, etc. Ici, on parle de comment on fait pour déléguer une partie de son travail à ses clients. Pour Léa, pour Lavinia, la question, ça va être de comment on fait pour transformer l'expérience de j'appelle mes clients, je leur demande quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins, je détermine comment je peux créer une expérience de service qui soit bonne pour leur situation, etc. Donc toute cette phase d'observation et de rassemblement d'informations, on va pouvoir la transformer en un questionnaire normalement. Si on le fait suffisamment de fois, on se rend compte au fur et à mesure des patterns. Et donc en fait, c'est important de faire cet exercice-là, de rassembler les questions qui sont les plus souvent posées et les éléments dont tu as besoin pour pouvoir fournir le service que tu veux fournir. Et donc, on va pouvoir les mettre dans un Typeform. Donc pour ça, on va faire un passage rapide sur comment fonctionne Typeform. Typeform, c'est un produit qui est très très simple et qui fonctionne très très bien et qui surtout s'intègre assez facilement dans d'autres éléments de tech. Donc par exemple, on va pouvoir l'intégrer directement dans Squarespace pour pouvoir afficher sur le site un questionnaire auquel les gens vont pouvoir répondre et avancer. Quand tu vas implémenter des outils, qui sont des outils qui peuvent être comme Calendly pour Guillaume, qui sont des outils qui peuvent être Typeform dans le cas de Léa ou de Lavinia, tous ces outils-là qui te servent en fait à poser des questions aux utilisateurs, à les orienter dans leur façon de penser et à leur faire du travail que tu aurais fait toi-même. Ce qui est important quand tu implémentes ces outils-là, c'est de réfléchir au contexte dans lequel se trouvent ces utilisateurs et de les guider pour qu'ils fassent le meilleur travail possible pour toi sans avoir à faire forcément trop d'efforts, qu'ils fassent l'effort minimum qui est l'effort intéressant pour toi. Donc ici, si on crée un Typeform et qu'on le start from scratch, donc si on l'appelle New Typeform, donc on va pas l'appeler New Typeform, on va l'appeler j'ai une problématique légale, ce sera le titre que va avoir le Typeform au début. Qu'est-ce qu'on crée? On crée un lead gen form. What's it for? Lead generation. Continue. Donc pour Léa, on va pouvoir faire une welcome page où ça va avoir cette tête-là. Donc vous avez besoin d'une prestation légale, je dois pouvoir vous orienter. Voici quelques questions auxquelles répondre. Je vous envoie un diagnostic en moins de 5 jours. Et ici, on va pouvoir commencer à poser des questions. Alors bonjour, quel est votre problème? Et ici, peut-être qu'on va en faire un long texte et du coup, les gens vont pouvoir taper leur texte. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Typeform, c'est que tu vas pouvoir construire ton formulaire avec des questions qui sont de plus en plus génériques et donc là, aujourd'hui, peut-être que la première partie, ça va être d'écrire votre problème et du coup, faire taper les gens leurs problèmes. Et ça veut dire que toi, tu vas recevoir des réponses à ce Typeform régulièrement. Des gens qui passent sur ton site et qui disent « bah moi, j'ai un problème légal, donc voilà ». Donc là, c'est en l'occurrence pour un avocat, mais ça marche pour tout le monde de la même manière. L'idée, c'est qu'en fait, après, en fonction des réponses génériques, enfin, en fonction des réponses précises et spécifiques que les gens vont te donner, tu vas pouvoir créer des questions génériques auxquelles les gens vont pouvoir répondre par exemple, des choix multiples. Donc ici, si on crée une question à choix multiples, eh ben, ça va être, par exemple, quel est
le statut de votre société. Et ici, on va avoir SAS, SARL, auto-entrepreneur et potentiellement autre. Tac, et donc là on voit ici en live, ça s'affiche. Et donc là le formulaire il va ressembler à ça. Décrivez votre problème, quel est le statut de votre société. Et en fait on peut rajouter dans Typeform toutes les questions qui sont essentielles pour que Léa puisse bosser correctement avec le client sans avoir à lui poser 1 milliard de questions par la suite dans des échanges qui vont potentiellement prendre 3 jours parce que le gars va répondre par mail 3 jours plus tard et la nana va répondre 5 jours plus tard et en fait c'est hyper compliqué. Tout ça on centralise dans un Typeform et c'est en fait comme ça qu'on va pouvoir déléguer la tâche à nos clients de nous indiquer quelles sont leurs problématiques. Donc le début de relation avec les clients c'est essentiel et c'est une très très bonne manière de prendre un formulaire comme celui-là et de tout rassembler à cet endroit-là. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'après, tu vas pouvoir aller dans Share dans Typeform et en fait, tu vas pouvoir copier un code d'intégration donc qui va te permettre de prendre ce Typeform-là et de l'afficher sur ton site, sur ta landing page qu'on a créé dans l'épisode sur générer des leads. Et donc ici, si par exemple, embed in a web page, je veux qu'il fasse 100%. Ici, on va régler un peu le visuel, à quoi va ressembler le formulaire un dernier coup. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Je fais get the code. Et donc ici, on a un code qu'on va pouvoir copier et qu'on va pouvoir venir ajouter dans Squarespace. Donc si on reprend le Squarespace de Léa, qui était mon exemple dans l'épisode sur la génération de leads, on va pouvoir ici modifier ce gros espace. Donc ici, ajouter quelque chose et donc on va pouvoir coller par exemple du code. Et ici, le code, on va supprimer ce qu'il y a déjà à la base dedans et on va coller le code qu'on a récupéré de Typeform. Donc c'est vraiment juste un copier-coller pour pouvoir intégrer un Typeform et on applique. Et ici, ce que fait Typeform, c'est qu'il nous dit que c'est un script intégré et ils sont désactivés tant que vous êtes connecté en train de modifier votre site. Et donc ici, déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer le bloc du formulaire ici pour pas qu'il soit dans une colonne mais qu'il soit vraiment au centre et on va faire un aperçu en mode sans échec. Et donc là, le Typeform est chargé et donc on voit qu'on peut intégrer hyper facilement le Typeform directement dans son site. Bon, on peut encore ajouter du design et faire du style pour que ça ait une bonne gueule. Mais l'idée est là. L'idée est là, c'est qu'en fait, tu peux complètement, directement depuis ton site web, en intégrant Typeform dans ta landing page, tu peux complètement automatiser, tu peux automatiquement déléguer à tes clients toute la partie sur l'expression de leurs besoins initiaux, qui est vraiment une partie qui est souvent dans les boîtes de services painful parce que tu dois faire des allers-retours 100 000 fois avec les gens, ils oublient de te dire des choses, tu leur poses beaucoup de questions et en fait là ça les force à suivre un flow et ça te force et ça te permet aussi, si tu multiplies le nombre de leads, ça te permet aussi de trier les gens qui sont motivés. Plus ton questionnaire est long, moins les gens vont y répondre, mais plus la qualité des gens qui auront répondu, ce sera des gens motivés de bosser avec toi. Donc ça a aussi un intérêt d'avoir un questionnaire comme ça. Certes, tous les clients ne vont pas passer à travers, mais pose-toi la question de est-ce que je veux vraiment les clients qui ne sont pas passés à travers ce truc-là? Et ça, c'est une vraie question pour scaler aussi, c'est le choix de tes clients. Et générer des leads, c'est bien. Générer des leads très qualifiés qui sont susceptibles d'acheter chez toi, c'est beaucoup mieux. Donc là, ici, on a un truc où on a délégué l'action à nos clients. Mais par contre, il va falloir se poser la question derrière de comment on fait pour automatiser les actions qui suivent. Je veux dire, quand les gens vont remplir le Zapier, il faut les faire tomber dans une liste email où ils vont recevoir la récompense qu'on leur a promis, c'est-à-dire le PDF. Mais il faut aussi qu'on puisse avoir un moyen de les contacter facilement, donc les faire rentrer dans une base de données, rester en contact avec eux, etc. Par exemple, si tu veux faire en sorte que tes clients vendent ta boîte pour toi, l'idée, c'est que tu vas créer par exemple un programme de referral et ce programme de referral, tu vas leur donner des outils pour faire en sorte que les gens vendent pour toi de la meilleure manière. Si on prend Uber par exemple, Uber, leur programme de referral est très puissant. Ils ont transformé tous leurs utilisateurs quasiment en référeurs, donc en vendeurs, en ambassadeurs, parce que l'expérience était bonne, parce que les gens à l'époque étaient fans de la marque Uber. C'est peut-être un petit peu moins vrai maintenant, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à devenir aussi gros qu'ils le sont. Ils avaient ce programme de referral qui était tu peux, toi en tant qu'utilisateur Uber, offrir 10 € sur une course d'un de tes amis. Et si jamais il utilise ces 10 € et qu'il fait sa première course, toi tu reçois 10 € en échange. Ça fait quoi? Ça fait que c'est vraiment un parcours utilisateur qui est parfait parce qu'on réfléchit au contexte dans lequel l'utilisateur va faire du travail pour nous.
Et donc en gros, Uber, ce qu'ils ont compris, c'est que la plupart des gens qui prenaient des Uber, c'était des jeunes qui étaient bourrés en fin de soirée. Et que du coup, s'ils avaient l'opportunité de gagner un petit peu de sous, ils allaient le faire. Et si le seul truc qu'ils avaient à faire pour ça, c'était de partager un code, donc quelque chose de très très simple, à leurs amis, ils allaient le faire hyper facilement. Et donc Uber a créé vraiment tout ce processus-là. Ils ont mis en place des outils, donc eux ont codé en interne, c'est pas des outils externes, mais peu importe. Ils ont mis en place tout un flow utilisateur où ils savaient qu'à la base le contexte c'était je suis jeune, je suis un peu bourré en fin de soirée, j'ai besoin d'argent. Je suis prêt à travailler pour Uber parce que j'aime vraiment bien la marque. Uber me fait des call to action hyper régulièrement pour me dire « Hey, au fait, tu sais que tu peux gagner 10 € sur ta prochaine course si tu invites un pote en lui donnant 10 € aussi, donc en lui faisant plaisir. » Et il lui donne exactement tous les bons outils pour que la personne qui travaille pour Uber, en fait, gratuitement, quasiment, n'ait pas à réfléchir à la meilleure manière de vendre Uber à ses amis autour d'elle, mais qu'elle puisse juste faire le taf. C'est pareil pour Ikea, l'exemple Ikea, c'est la même chose. C'est qu'en fait, Ikea, ils n'ont pas fait en sorte de te livrer les meubles directement en pièces détachées et démerde-toi. Ils ont fait tout un système où ils ont créé les meilleures notices de montage possibles pour rendre ça accessible à n'importe quelle personne dans le monde de monter un meuble Ikea. Je veux dire, aujourd'hui, mon petit-neveu qui a 2 ans, il monte des meubles Ikea avec sa mère et son père et il trouve ça hyper fun parce qu'ils ont rendu ça ludique. Mon point, c'est que c'est hyper important quand tu veux déléguer du travail à tes utilisateurs ou à tes clients de leur créer les flows où ils ont à réfléchir le moins possible et ils ont juste à faire l'action qui a le plus de valeur pour toi, c'est-à-dire t'apporter du réseau ou passer du temps à travailler, etc. Mais en tout cas, tu peux pas te permettre de demander aux gens, ou alors dans certains cas extrêmes peut-être, mais tu peux pas te permettre de demander aux gens de faire autant de travail que toi. Ce qui est important, c'est de leur streamliner, de leur pré-mâcher un petit peu le travail pour qu'ils puissent y passer le moins d'énergie possible et quand même t'aider le plus possible et donc qu'ils aient la reconnaissance, etc. C'est ça qui est très très important dans tout ce processus de délégation aux clients. Dans l'épisode précédent, on avait pris la question de standardiser la demande client avec l'approche SWAG. Vous voyez, c'est complémentaire du fait de faire travailler les clients. Finalement, un brief, vous n'avez pas besoin d'être dans la pièce, vaut mieux que vos clients le fassent sans vous. Un autre exemple, quand par exemple vous voulez faire de l'user testing d'un produit, vous pouvez le faire vous-même. Ça ne vaudra jamais le fait de forcer vos clients à suivre un protocole standard de test de votre produit et de vous faire des feedbacks sur le produit que vous avez développé, si vous êtes développeur. Vous savez, quand on est développeur, on pense test unitaire. Il n'y a pas de raison de ne pas transformer vos clients en un test unitaire en soi et de leur faire une approche rigoureuse de l'évaluation de votre travail. Quand vous êtes avocat, par exemple, nous, on a un avocat que j'adore qui fait un truc trop cool, toujours le même, je suis amoureux. Quand il vous envoie un document, ils envoient un filtre avec ce document où il y a toutes les zones où vous devez donner un commentaire pour l'aider à améliorer le document. Et au lieu de vous dire « revois 60 pages », dans les 60 pages, il a choisi les 4 ou 5 paragraphes que vous devez lire et il vous dit « fais-moi confiance sur le reste ». Par contre, voilà les 5 paragraphes où toi, tu dois travailler. Vous n'imaginez pas à quel point ça accélère le travail et à quel point ils sont beaucoup plus productifs que 99% des avocats avec qui j'ai travaillé. Parce que quand vous recevez un document en angoisse, vous ne savez pas si vous devez tout lire, rien lire. Moi, pendant des années, je lisais rien. Je me dis, oui, bon, c'est bon, 60 pages, oui, non, j'ai autre chose à foutre. Alors que si on me dit, voilà les 5 paragraphes qui sont critiques, dangereux, qui ont de la valeur ajoutée, et je veux ton cerveau de client, vous avez fait le travail de focaliser les gens sur un aspect. Un autre exemple de faire travailler ses clients quand on est freelance, c'est par exemple transformer ses clients en vendeurs. Ça, c'est un truc de scale. Quand un client est satisfait, il a envie de vous aider. Et quand il a envie de vous aider, il n'a pas envie d'avoir un très gros coût à l'entrée de vous aider. Simplifiez sa vie, donnez-lui des objets, donnez-lui des widgets, donnez-lui des t-shirts, donnez-lui des trucs qui font qu'il va pouvoir se transformer en vendeur pour vous. Il a adoré l'expérience chez vous, il a envie d'avoir une occasion d'en parler, donnez-lui les outils pour être votre commercial. Et quand vous réfléchissez comme ça dans votre chaîne de valeur, vous voyez que dans toutes les étapes de la chaîne de valeur, la génération de leads, la conversion, la recommandation, le fait de rendre le produit, le fait de fabriquer le produit, le fait de vérifier la qualité du produit, à chacune de ces étapes, vous pouvez peut-être impliquer de façon proactive vos clients et mettre sur eux
une partie du travail. C'est par exemple un truc qu'on fait nous très très bien à The Family, où les entrepreneurs de la génération précédente forment les entrepreneurs de la nouvelle génération. Pourquoi on scale? Pourquoi on peut prendre plus de startups? Parce que c'est pas moi qui vais me taper toutes les office hours pour répondre à toutes les questions. Non, il y a des entrepreneurs qui sont très contents de donner 1 heure par-ci, 1 heure par-là et de rendre à la communauté ce qu'ils ont déjà reçu de la communauté. Cet outil et ce pouvoir, vous avez besoin de l'inclure de façon progressive, comme toujours, en testant. Et vous avez surtout besoin de prendre par la main. Ça ne sert à rien de réfléchir à ça si vous n'avez pas généré des leads, si vous n'avez pas automatisé, si vous n'avez pas standardisé. Pour pouvoir faire ça correctement, il faut l'avoir fait déjà soi-même. Si à The Family, j'avais demandé à des startups de faire des office hours avec d'autres startups avant de nous-mêmes parfaitement maîtriser ce process et l'avoir fait sur un groupe de façon intense, ça aurait été catastrophique. C'est un pouvoir à double tranchant. Les communautés, c'est formidable quand ça marche, c'est catastrophique quand ça tourne mal. Donc retenez les 3 règles pour pouvoir déléguer à vos clients. Règle numéro 1, il faut leur mâcher le travail et leur donner un process qu'ils peuvent suivre. Règle numéro 2, c'est pas parce qu'ils travaillent pour vous qu'ils deviennent votre maître. Vous devez absolument les garder sous contrôle et les empêcher à sortir du territoire. Si vous êtes par exemple une communauté en ligne, vous devez avoir des règles très précises sur comment les gens doivent se comporter. Si vous demandez à quelqu'un de vous référencer, vous devez lui apprendre à vous référencer des clients dont vous avez besoin. Et c'est pas parce qu'il vous a référencé quelqu'un que vous allez forcément le prendre. Vous devez fixer des limites claires. Et la 3e chose, il faut remercier et être grateful pour les gens qui font ça pour vous et leur donner le sentiment qu'ils sont importants, leur donner la reconnaissance qu'ils méritent. Faites des fêtes, faites des événements, envoyez des petits messages, faites une petite carte personnalisée. Quand quelqu'un sort vraiment du lot et fait beaucoup pour votre boîte, donnez-lui l'envie et la reconnaissance de le faire encore plus et aux autres de vouloir acquérir ce point-là. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez maintenant envie de transformer tous vos clients en collaborateurs. Que vous allez avoir l'envie de leur faire plaisir en les impliquant et en leur donnant les moyens de s'impliquer avec bonheur. Maintenant, faire tout ça, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, la standardisation, l'automatisation, des campagnes de leads, etc., ça demande de l'argent. Et la plupart d'entre vous, vous êtes des business individuels, de services, vous n'avez pas accès à la levée de fonds. Oubliez, les levées de fonds, c'est pour les startups hyper scalables, c'est une toute petite minorité. C'est pas quelque chose, on peut pas lever des fonds quand on est un avocat. On peut pas lever des fonds quand on est comptable. On peut pas lever des fonds quand on est graphiste. On a besoin d'utiliser l'argent gagné par ses clients et d'utiliser ses profits pour pouvoir les investir dans son scale, dans son automatisation, dans sa délégation et dans tout ce que Anyone Can Scale vous donnera envie de faire. Rendez-vous dans l'épisode suivant pour voir comment faire plein d'argent ensemble.